Eh bien, écoutez, c'est parti. On va parler économie circulaire, les nouveaux leviers de la réindustrialisation en Nouvelle-Aquitaine. Alors, quand on parle d'économie circulaire, je me rappelle, il y a encore quelques années, tout le monde disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, l'économie circulaire ?» Eh bien, écoutez, ça devient une évidence et on est très heureux, en tout cas, que la région Nouvelle-Aquitaine nous en fasse la preuve aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être tous présents. Une représentante éminente de la région. On a la chance d'avoir deux entrepreneurs, mais on a la force invitante qui est avec nous, puisqu'on a les incontournables Sébastien Robert Charot et Albert Badia qui sont là et qui vont ouvrir le bal. Messieurs, la salle est à vous. Ben écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis avec Sébastien d'ouvrir cette bulle région Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis Albert Badia, directeur régional pour le nord de la Nouvelle-Aquitaine, direction régionale qui couvre les périmètres des anciennes régions Poitou-Charentes, Limousin. Direction régionale répartie sur 3 sites, Poitiers, Limoges et La Rochelle. 35 collaborateurs, dont certains sont dans la bulle. Voilà, merci. Merci Albert. Donc Sébastien Robert Charot, moi je suis le volet sud de la région Nouvelle-Aquitaine, donc basé à Bordeaux avec 2 sites, Bordeaux et Pau. Une quarantaine de collaborateurs au service des entrepreneurs pour la région. Alors peut-être vous pouvez quand même nous dire, aujourd'hui, quoi de neuf dans le monde BPI au bénéfice du monde de l'industrie? Est-ce qu'il y a des nouvelles approches? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Avec tout ce que vous avez déjà dans votre escarcelle, parce que je sais que pour accompagner les entrepreneurs, vous êtes déjà richement dotés. Tout à fait. Alors, avant toute chose, peut-être rappeler qu'en Nouvelle-Aquitaine, donc on est une terre d'industrie. On a énormément de typologies d'industrie. Bien évidemment, on a l'aéronautique qui est très présente et l'aérospatiale. On a également tout ce qui est agroalimentaire. On pense aux différents départements. L'agroalimentaire qui touche à la fois le viticole, à la fois la transformation des aliments et puis également, sur ce secteur, on a tout ce qui est énergie renouvelable, on a la chimie, on a le tourisme avec la côte atlantique, avec les Pyrénées. Et puis, bien évidemment, on a 2 secteurs imminents qui sont les déchets et l'économie, enfin, le recyclage, dont on aura donc deux témoins tout à l'heure. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, peut-être simplement rappeler un chiffre. En 2024, on a accompagné 953 entreprises industrielles, donc BPI France, que ce soit les équipes d'Albert et les miennes, donc toujours au plus près des territoires. Et peut-être rappeler, c'est également un élément, je dirais, phare pour la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a pu créer au premier semestre 2024 en net 13 nouvelles usines. Et donc on est la 2e région française par rapport à cette thématique. Parce qu'on parle des nouvelles usines, on en a qui se ferment, mais en Nouvelle-Aquitaine, premier semestre 2024, plus 13 sites industriels en net. Bah écoutez, bravo. Ah, Albert souhaite... Juste pour compléter, parce qu'au Tic et Tac, forcément, en fait, c'est un duo. Quand tu disais, c'est quoi les nouveautés BPI France pour l'industrie? Avant de parler de nouveautés, c'est déjà important de se dire que BPI France se positionne déjà aujourd'hui comme la banque de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a identifié plus du tiers de nos interventions en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs sont ciblées, sont destinées aux industriels. Et ça, en fait, c'est déjà très important. Mais forcément, BPI France, important, ce n'est pas forcément suffisant. Et donc là, malgré ça, on a lancé depuis 2 ans un plan industrie très ambitieux qui vise en fait différents leviers. Et là, on répond un peu aux nouveautés. Dans le sens, pour moi, les 2 nouveautés importantes, c'est la première, c'est d'adresser l'innovation dans les industries. En fait, aller contacter, aller à la rencontre des industriels déjà significatifs et leur démontrer que grâce à l'innovation, ils peuvent accélérer leur développement. Grâce à ça, notamment avec la région, on a déployé le PA4 régionalisé, qui sera un levier très important pour pouvoir accompagner ces industriels significatifs dans leur politique d'innovation, notamment par de la subvention. Deuxième volet, et après je m'arrêterai, c'est vraiment également l'accompagnement BPI France, l'activité de conseil BPI France, où là, toute la gamme de diagnostic climat qui vise à améliorer la performance énergétique des entreprises, que ce soit dans leur process ou leur bâtiment. Deuxième sujet, travailler sur leur bilan carbone, vaste sujet. Et troisième point, travailler sur l'éco-conception. Et donc ça fait le lien un peu avec le sujet du jour, dire en fait aujourd'hui le vrai sujet, il est vaste, c'est diminuer le volume de déchets par de la circularité, par la réduction des déchets, la valorisation des déchets. Et là, le diag éco-conception est vraiment déterminant. Voilà.
Merci. Maud Caruel, on m'a dit à la région, s'il y a une personne qui est capable de vous parler d'éco-conception et notamment d'économie circulaire, c'est Maud Caruel. Vous nous en dites un petit peu plus du coup? Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas que moi. Hein, J'ai pas dit que vous, mais vous quand même. Effectivement, c'est une thématique qui me tient à cœur et qu'on essaye de déployer l'économie circulaire au sens large sur la région Nouvelle-Aquitaine. Déjà, je vais commencer par ce qui contraint, enfin en tout cas ce qui amène nos politiques publiques à aller vers l'économie circulaire. On a voté notre schéma régional de développement économique et dans ce schéma régional de développement économique qui est porté par l'ensemble des régions, mais nous on y a mis un pilier fort qui est l'économie circulaire. Donc amener tous les acteurs vers cette économie circulaire et ne plus parler d'économie linéaire. Donc c'est un vaste travail. Effectivement, on bosse bien avec la BPI France et d'autres acteurs sur le territoire pour vraiment accompagner les acteurs à l'économie circulaire. En témoigneront nos deux entreprises ici présentes, parce qu'on a plein de pépites comme ça et d'acteurs économiques qui sont engagés dans cette thématique-là. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à massifier, en fait, et à ne parler plus que d'économie circulaire. On est dans quasiment de l'éco-conception par de l'économie circulaire. Oui, dans l'éco-conception. C'est déjà le cahier des charges. Dans l'éco-conception, et effectivement, on parlait de déchets, on produit énormément de déchets. Donc ces déchets, il faut limiter leur impact et penser différemment les choses, penser différemment son produit quand on le conçoit, mais aussi consommer autrement, parce que c'est aussi ça. C'est une responsabilisation de tous dans l'économie circulaire et dans le déploiement sur l'ensemble des territoires. Et c'est aussi utiliser les matières sur les ressources qu'on a sur notre territoire, en fait. Hein. Au-delà du déchet, c'est qu'est-ce qu'on a sur notre territoire et à partir de là, comment on les utilise dans nos produits, dans notre façon de consommer pour aller vers cette économie circulaire. Donc c'est vraiment un ensemble qui nous amène vers l'économie circulaire. Et clairement, nous, la région Nouvelle-Aquitaine, on porte cette ambition-là d'aller encore plus loin au niveau de l'économie circulaire. On est adhérent, ce matin j'étais en conseil d'administration à l'Institut national de l'économie circulaire. On est administrateur, où il y a une vraie volonté de s'inscrire et d'être aussi dans du plaidoyer, au-delà de la région, mais au national, à l'Europe également. J'arrivais juste avant qu'on passe évidemment à nos deux super témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a quand même une posture innovante sur cette notion d'économie circulaire? Est-ce qu'on est à la traîne ou est-ce qu'on est plutôt dans les pays qui poussent? Comment vous le sentez? Est-ce qu'on est à la bourre ou est-ce qu'on est très à la bourre? Alors, politiquement correct ou vérité ici, donc vérité, vous y allez. Hein. En ce moment, on le connaît, l'instabilité politique fait que... Alors, on rétrograde pas, mais en tout cas, on n'incite pas au déploiement de l'économie circulaire sur les territoires, parce que clairement, pour déployer, massifier et ne penser qu'économie circulaire, il faut derrière des levées de fonds importantes. Donc, il faut des soutiens au niveau national, au niveau régional, des collectivités également embarquées dans l'aventure. Donc, on est un peu en statu quo. Mais il faut véritablement qu'on pense différemment les choses et qu'on accompagne nos acteurs. Mais les industriels et notamment toute une jeune génération qui arrive sur le marché, eux ont envie de toute manière de créer directement dans de l'économie circulaire. Ouais, complètement. En tout cas, ils retrouver du sens dans ce qu'ils font. Ça, on l'entend et on le voit. Hein. Certains repartent aussi sur des reconversions professionnelles pour partir dans ces domaines-là. Et justement, ça me fait penser que ce déploiement de l'économie circulaire, il faut aussi qu'il s'accompagne de formations adaptées. Donc il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là. Nous, on a la compétence au niveau formation professionnelle. Donc il faut aussi qu'on déploie les formations sur la région pour que derrière, les jeunes et les moins jeunes se forment à ces métiers d'avenir et puissent intégrer ces entreprises qui sont dans le domaine de l'économie circulaire. Pour l'instant, ça se fait, on est motivé, on est embauché dans une boîte et c'est la boîte qui nous forme au poste de travail. Il faut vraiment qu'on soit sur des plans de formation derrière suffisamment importants pour accompagner la démarche. Alors, on va poser la question. Je vais commencer par vous, Martin. Martin Calmette, vous êtes le dirigeant de Eco Impact. Racontez-nous
tout sur votre entreprise, on veut tout savoir. Eh bien, merci, bonjour à tous. Je suis un témoin de ce que vient de dire Madame la Vice-Présidente parce que j'ai travaillé notamment dans une maison de cognac en fait, et donc j'étais en mode économie linéaire. Je développais des produits qui étaient mis sur le marché et ça générait des gros problèmes de fin de vie. Et en 2021, j'ai voulu repenser les modèles. Juste vous vous rappelez, c'est la fin de vie, c'est la fin de vie fin de vie des déchets. Voilà, c'est du comment déchet. gérer... Mais c'est quoi le déchet, par exemple, là où vous étiez? Eh bien, par exemple, donc, dans des bouteilles de cognac, vous avez une bouteille en verre et la bouteille en verre pèse pour 30 à 40% de l'impact environnemental. On dit qu'on le recycle, mais la loi européenne, enfin la réglementation européenne donne ce qu'on appelle la hiérarchie de traitement des déchets. Il faut, réduire les déchets, c'est l'essentiel. 2, réutiliser un maximum, et quand on ne peut pas, 3, recycler, d'accord. Donc il y a toute une chaîne dans cet ordre-là et pas dans l'autre ordre. Et donc du coup, la fin de vie, c'est de gérer comment récupérer les bouteilles. Et donc pour le coup, pour les bouteilles en verre, il y a une solution qui existe, qui est le réemploi de la bouteille en verre. C'est-à-dire qu'au lieu de la casser, comme chez vous, quand vous buvez un verre d'eau, vous ne cassez pas le verre, vous le mettez dans la vaisselle, et le lendemain, vous réutilisez votre verre. Et bien on peut faire pareil, on le faisait dans les années 70, 80. Ça s'est arrêté pour des raisons, pour information, c'est l'invention de la bouteille en plastique à usage unique qui a arrêté la consigne des bouteilles en verre. Et donc maintenant, il va falloir remettre en place ce modèle-là. Et donc, du coup, j'ai quitté mon poste là pour créer une société et développer une solution de réemploi des bouteilles en verre. Donc l'idée, c'est, au lieu de fabriquer du verre, la température de fusion pour fabriquer une bouteille en verre, c'est 1500 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez l'énergie qu'il faut pour fabriquer ça. Et quand on lave des bouteilles, on trempe dans un bain à 75 degrés. Donc on connaît bien dans les ordres de grandeur qu'il y a beaucoup moins d'impact. Le marché auquel on s'adresse est énorme, c'est-à-dire que, alors on est en Nouvelle-Aquitaine et donc c'est une région vitivinicole, il y a du cognac, il y a également des producteurs de boissons, de jus de fruits, etc. Mais globalement en France, tenez-vous bien, on consomme chaque année 10 à 15 milliards de bouteilles en verre. Tous les ans, nous tous 4 milliards de bouteilles de vin, pour information. Et donc, du coup, il y a un marché qui est très important. Et effectivement, ce que vous dites a fait du sens. Il va falloir qu'on accompagne tous les metteurs en marché, les écoles de commerce, marketing, etc., dans cette transition en se disant, on ne dit pas qu'il faut arrêter de consommer, on dit juste qu'il faut consommer dans un modèle beaucoup plus vertueux. Et l'éco-conception, c'est bien, mais l'économie circulaire, vraiment avec le réemploi, a un impact très important. Je termine par quelques chiffres. Réutiliser une bouteille en verre, c'est 80% de CO2 en moins par rapport à une bouteille neuve. On consomme moins d'eau à laver des bouteilles qu'à fabriquer des bouteilles neuves également. Ça peut être contre-intuitif, mais on consomme 50% d'eau en moins. Et l'eau est un sujet également. Il y a une conférence tout à l'heure sur ce sujet-là. Et voilà, donc il n'y a que des avantages à rentrer dans ces systèmes-là. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est vous traitez combien et vous êtes combien de collaborateurs? Vous avez une usine, parce que je suppose qu'effectivement vous ne faites pas ça à la main avec un goupillon. Non, on n'y arrivera pas. Non, on est fiers. Alors du coup, nous sommes millionnaires chez EcoImpact. On a lavé cet été notre millionième bouteille. Alors, bravo, pas millionnaire en euros, vous applaudir bien fort. Exactement. Mais le million. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil pour les équipes. Donc effectivement, en fait, on avait démarré notre projet avec une petite ligne pour apprendre à faire ça, qu'on avait ouvert dans un ESAT. Donc on a encore cette ligne. C'est des personnes en situation de handicap, qui opèrent le lavage. Donc j'étais encore hier, ils sont en train de tourner là-dessus. En 2023, on a fait une première levée de fonds pour montrer qu'on peut industrialiser ce modèle. Donc on a ouvert une première ligne industrielle qui lave à 3000 bouteilleurs et on a été accompagné par la région et BPI. Donc vraiment, ça fait complètement du sens avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et donc là, on est en train de démontrer que ce modèle fonctionne et qu'il vit bien. Et maintenant, notre ambition va être de dupliquer ce modèle parce que le marché, il est global. Ce que je dis aux équipes, c'est que personne ne fait ça. On est plusieurs laveurs en France, mais dans le monde, il y a très peu de solutions. Et alors là où je tempérais ce que vous dites, quand même, en France, on a un cadre réglementaire qui s'appelle la loi AGEC. Et la loi AGEC impose aux metteurs en marché de tendre vers 10% de réemploi des bouteilles en verre. Et grâce à ça, les industriels, ils ont une obligation réglementaire, donc ils s'y mettent. Donc c'est vrai que le politique joue un rôle très important. Et pour notre secteur, ça nous aide beaucoup, et ce qui nous permet d'accompagner les grands groupes dans cette transition. En revanche, j'ai l'espoir de dire que je pense que dans le secteur des boissons et des vins spiritueux en particulier, le mouvement est en train d'être pris. On est au tout début et ça donne beaucoup d'espoir pour compléter. Et pour terminer, on est 18 personnes maintenant chez EcoImpact. Bravo, on peut vous applaudir vraiment parce que on va penser à vous dès qu'on va acheter une bouteille et surtout pas l'acheter. La question, c'est on parlait d'éco-conception tout à l'heure, est-ce qu'il y a des industriels qui viennent vous voir tout de suite en disant moi aujourd'hui, je vais commercialiser un produit dans des bouteilles. Est-ce que vous avez des points de référence à me donner pour que j'incite à ce que ce soit réutilisé et que ça vienne chez vous? Parce qu'on a l'impression, nous, quand on va au supermarché, qu'on a 7, 8, 15, 20, 30 types de bouteilles. Donc après, je me dis comment ça se réorganise. Est-ce qu'il y a des standards? Comment ça se passe?
Oui, et d'ailleurs pour cela, on a développé en parallèle de notre activité industrielle de réemploi des bouteilles, on a une activité de conseil où on accompagne les marques dans cette transition, donc en 3 temps. Le premier, c'est qu'on forme sur les enjeux environnementaux et l'économie circulaire. Deuxième temps, on mesure les impacts pour leur démontrer que voilà, c'est gentil d'enlever une couche d'encre sur les étiquettes, mais c'est pas comme ça qu'on va décarboner vraiment la filière. C'est plutôt en travaillant sur la bouteille en verre, et le réemploi est une solution. Et après, on les accompagne dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et du coup, on est organisme de formation, donc Eco-Impact est organisme de formation et accompagne les marques, les grands groupes, des écoles également. On essaie de former des ingénieurs, c'est vers là où il faut aller, pour former les jeunes dans se dire que, ce que je dis souvent, pendant 50 ans, on a fait cette économie linéaire qui nous amène dans le mur qu'on voit arriver de plus en plus vite. Donc maintenant, il faut qu'on change nos méthodes et ça commence, comme vous disiez, par l'éducation et voilà, reformer tout le monde là-dessus. Merci beaucoup. Olivier Civil, vous, c'est Plaxtil, pardon. Je suis désolé. Donc le plastique n'est pas mort. Alors c'est pas le Plaxtil, le plastique n'est pas mort, c'est le textile n'est pas mort. Le textile, enfin le textile effectivement, mais... Parce qu'on va récupérer les déchets textiles pour en faire un nouveau polymère qui va venir remplacer le plastique vierge. Voilà, excusez-moi, vous êtes beaucoup plus technique que moi. Donc moi j'ai fait un raccourci, mais c'est la récupération du textile pour effectivement l'utiliser à destination d'un produit qui sera polymérisable. Comment ça Exactement. En fait, l'idée à l'origine est venue de se dire que tous les vêtements qu'on porte sont composés de polyester coton, acrylique et choses comme ça. Donc en fait, vous portez du plastique sur vous. Donc voilà. Donc, par contre, ce qui est très compliqué, c'est que dans l'industrie de la plasturgie, l'industrie de la plasturgie adore le plastique vierge. Pourquoi? Parce que c'est très simple à travailler, très simple à développer. Et quand vous voulez faire un nouveau matériau, une nouvelle matière composée de mélanges, polyester coton, élastane et des choses comme ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc il a fallu quand même 3 brevets pour arriver à la solution Plaxtil. Et une fois qu'on a la solution, on a la capacité de faire des matières qui sont équivalentes en termes de caractéristiques mécaniques à du plastique vierge. Donc, pour n'importe quel produit, pratiquement ici en plastique que vous voyez là, il est en plastique vierge. On pourrait très bien l'imaginer en matière issue de textile. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est venu par la tête? Non, mais on ne se lève pas un matin en disant tiens, regarde, il y a ce vêtement qui traîne par terre dans ma chambre. Est-ce que si ça se transformait Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous en êtes arrivé là? Des fois, je me demande, en fait, parce que c'est... Mais c'est ça aussi le coup de génie des entrepreneurs. Je vais vous dire un truc. Pendant 5 ans, on a été un ovni. Pendant 5 ans, on a été un ovni dans cette filière-là, parce que la filière du déchet textile ne jurait que par une chose, qui était le réemploi. Et le réemploi qui souvent se caractérisait par de l'exportation dans des pays en voie de développement. L'an dernier, cette filière s'est arrêtée. Là, on ne peut plus exporter des déchets textiles en Afrique et tout ça. Et donc, il a fallu chercher des solutions. Et là, on est arrivé. non, mais là, concrètement, on a dit, mais tiens, voilà, le recyclage. Il faut faire du recyclage de déchets textiles. Alors, il n'y a pas que nous, je vous rassure. Hein. Il y a une nouvelle génération de recycleurs chimiques au niveau du textile qui arrive, qui refont du fil à partir de vieux fils. Voilà. Donc ça, c'est la solution. Et comment nous, on y est arrivé là? On est arrivé comme ça au début en disant, on a tous ces déchets textiles, leur composition, c'est des matériaux pétrosourcés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les transformer en nouveaux matériaux plastiques? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au début, mais c'était un peu une idée loufoque quand même à la base. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans le market. Et vous faisiez quoi avant? Alors moi, je suis ingénieur à la base. J'ai fait plein de métiers dans la distribution, dans l'ingénierie. Et on a monté en fait Plaxtil à 2. Donc on est deux copains de promo. On a fait les arts et métiers à Bordeaux à l'origine. Et donc voilà. Donc l'idée est venue comme ça. On l'a développée. Au début, on était tout seul. Là maintenant, on est 25 personnes. On va à peu près faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et on a fait tout notre développement sur fonds propres. C'est-à-dire que tout ce qu'on a développé en matière de commerce, ça nous a payé nos développements, notre usine, évidemment avec le soutien de la région et maintenant de BPI par rapport à de nouveaux marchés qu'on vise. Et mais voilà, on n'a pas encore fait de levée de fonds. Donc voilà, chez les acteurs, s'il y a des candidats. Alors justement, pardon, le message est passé, voilà. Juste une question, vous avez 2 aventures assez incroyables et j'allais dire qui étaient peut-être en avance et qui sont pile poil alignées maintenant avec les planètes de ce que tout le monde attend. Comment vous avez été accompagné dans votre projet un peu en avance sur son temps
par les acteurs que sont BPI France et la région? Alors, bon, je vais parler de la région déjà. Nous, on a eu une malchance et une chance incroyable. C'est-à-dire quand on a décidé de créer Plaxtil, on a investi dans un nouveau bâtiment en février 2020. Très bon timing. Très bon timing. Et le 10 mars, c'était confinement. Donc on s'est dit, aïe, c'est mal barré pour notre projet. Et puis, au sorti du confinement, qu'est-ce qu'on a vu arriver? On a vu arriver les masques jetables. Et les masques jetables, tout le monde pensait que c'était des masques en papier, sauf que les masques jetables, c'est du polypropylène, pratiquement à 100%. Donc c'est du plastique. Donc nous, on a dit, ben, adaptons notre process aux masques jetables. Et donc on a fait du recyclage de masques jetables. Et en fait, on a amené à un moment donné cette logique-là, une petite lumière dans un espace de temps qui était très sombre, en disant, voilà, il y a la maladie, il y a la pollution, il y a tout ça. Mais nous, on arrivait un peu à recycler les choses et à apporter des solutions. Et en plus, les masques jetables, on en a fait des kits de géométrie qui étaient distribués aux écoles primaires. D'accord? Donc, rapporteur, équerre et double décimètre. Donc, à ce moment-là, on a eu un peu une vague un peu médiatique qui nous est tombée dessus. On était tout jeunes, on venait de se créer, en fait. Et on a eu immédiatement le soutien de la région. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour nous. Et puis, un grand soutien. Le président de la région est venu nous voir en octobre ou novembre 2020. Donc voilà, donc ça nous a vraiment donné un coup de fouet, un coup de boost énorme. C'est un coup de boost médiatique? Alors c'est à la base le coup de boost médiatique. À la base, on a eu l'idée, ensuite il y a eu le coup de boost médiatique. On a fait le 20h de TF1 en juillet 2020. Et suite à ça, tous les journaux télévisés sont venus, etc., etc. Donc on a fait les télévisions jusqu'en Chine, jusque de partout, quoi. Et ça rapporte du business, ça? En tout cas, ça rapporte de la notoriété. Ouais. Honnêtement, quand vous êtes 3 au début de l'entreprise, vous espérez ne pas avoir non plus énormément de business parce que vous ne savez pas comment vous allez le gérer, quoi. C'est clair. Donc là, on a commencé à travailler à cette montée en puissance forte. Et après, il fallait s'équiper de façon industrielle. Et là, c'est là où la région nous a soutenus. Donc notre premier outil industriel a été en partie payé par les subventions de la région à ce moment-là. Mais vous commenciez à avoir des problèmes de riches, c'est-à-dire plus de clients et de demandes que l'outil industriel pour les accompagner. Oui. Alors c'est des problèmes de riches de jeunes start-upers, donc on ne peut pas appeler ça quand même des problèmes de riches parce qu'il y a d'autres risques par ailleurs. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a été un peu submergé par la vague médiatique. Et quand on est revenu à notre modèle sur le textile, donc 2 ans et demi après, il nous a fallu un peu de temps pour réamorcer, je vais dire, une logique qui était une logique beaucoup plus sur ce qui était à la base notre cible, à savoir le déchet textile. Je voudrais juste dire un mot sur le déchet textile. On produit chaque année en France 500 millions de tonnes, non, 500 000 tonnes de déchets textiles en France. 500 000 tonnes de déchets textiles. Et ça ne cesse de croître. Cette année, normalement, on devrait dépasser les 600 000 tonnes. Voilà. Ah, Temu et Chine sont nos amis. Hein. Comment? Temu et Chine sont nos amis dans ce cadre-là. Exactement. Voilà. Okay. Donc en fait, on est sur un puits de matière qui est inarrêtable, qui ne va pas arrêter que de progresser. Et là, maintenant, il reste en France. Donc il faut trouver des solutions en France pour le recycler, pour lui donner une autre vie. Je poserai évidemment la question tout à l'heure à Martin, mais la collecte, comment vous récupérez cette matière première et doit-elle avoir une qualité particulière? Alors c'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on a créé une deuxième entreprise qui s'appelle Essémont. Parce que la collecte, en fait, elle est assurée en France traditionnellement par les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Par contre, le tri en lui-même ne se faisait que sur un aspect, à savoir la revente. Donc un bon vêtement, on le remettait de côté, le reste, on le mettait soit à la poubelle, soit à l'export. Ce qu'on appelle la crème du textile. Nous, en fait, ça ne nous importe pas que ce soit réutilisable ou pas. Ce qui nous importe, c'est les matières. Et donc, par rapport à ça, on est en train de créer une solution en fait, de préparation et de qualification du déchet textile avec Essémont, qui est une entreprise d'insertion qui est filiale de Plaxtil, pour en fait préparer tous les déchets textiles, tous ces gisements, à leur deuxième vie de recyclage. Voilà. Donc le polyester avec le polyester, le coton avec le coton, l'élastane avec l'élastane, etc., etc. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on investit à 800 000 € dans une nouvelle usine qui va voir le jour fin octobre à Châtellerault. Et il y a des grands acteurs de l'habillement qui justement sont intéressés par le fait que vous puissiez donner une seconde, alors pas une seconde vie à leurs produits, mais une seconde vie à, j'allais dire, la matière première qu'ils ont utilisée? Alors, tous les recycleurs chimiques qui sont des acteurs européens, mondiaux, alors, je ne parle pas des asiatiques, ceux-là je ne les connais pas, tous les acteurs du recyclage chimique aujourd'hui ont dans leur actionnariat des gros acteurs du textile.
Donc, par exemple, on travaille avec Infinite Fiber Company, qui est une société finlandaise. Derrière eux, il y a Adidas, il y a H&M, il y a tous ces groupes-là. Il y a Cirque qui vient de s'installer à Saint-Avold, dans l'est de la France. Derrière eux, il y a la fondation Bill Gates, il y a tous les acteurs américains, etc., etc. Donc, en fait, il y a des très gros financeurs derrière et des très gros acteurs de l'industrie textile. Donc, derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fil recyclé, demain, ce sera l'outil, enfin le produit numéro 1 qu'on va retrouver dans nos textiles d'ici 5 à 10 ans. Est-ce que c'est la même chose pour vous directement, Martin, sur la capacité à récupérer finalement les produits et comment on récupère ces fameuses bouteilles que personne n'a été jeté dans le collecteur qui fait du bruit et qui réveille tout le monde? Oui, et le problème, c'est que ce collecteur qui fait du bruit, il casse les bouteilles. Donc, oui, on ne peut pas ça. réutiliser ces bouteilles-là. Donc, c'est comme monsieur, c'est un gros enjeu, la collecte également. En fait, il faut se dire que souvent la bouteille, on pense à la consommation à domicile. C'est que à peu près la moitié, c'est quand même la moitié, mais c'est que la moitié pour nous des volumes consommés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouteilles qui sont consommées, par exemple, en café, hôtel, restaurant. Et là, on a des grossistes qui passent tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez des camions France Boisson tous les matins qui font les tournées. Ils rentrent à vide. Donc, on essaie de travailler avec eux pour récupérer les bouteilles déjà comme ça. Ça fait des gros volumes qu'on pourrait récupérer. On travaille aussi beaucoup dans l'événementiel. C'est aussi des secteurs qui génèrent beaucoup de déchets. Je donne un exemple. Il y a un salon du vin au port des expositions ici qui s'appelle Wine Paris. C'est une grosse foire B2B du vin. En 3 jours, on a récupéré 150 000 bouteilles en verre. D'accord. Donc, vide, voilà, exactement, qu'on va pouvoir trier, réutiliser. C'est ça. Exactement. Donc, ça va très vite. Ça va très vite. Et il y a un autre flux que souvent on connaît mal. C'est ce qu'on appelle, nous, les déchets industriels. C'est-à-dire que dans des process industriels, généralement, il y a toujours 1 à 3% de déchets qui sont liés à, par exemple, un vin qui a mal vieilli en cave. Et du coup, un acteur va déboucher son vin. Et c'est des volumes assez importants aussi là-dessus. Donc, on commence avec ces flux industriels-là. Et du coup, ça permet de monter un écosystème des producteurs pour qu'ils mettent leurs déchets à disposition de l'économie circulaire. Et après, ils rachètent des bouteilles employées. Donc, on essaie de trouver des solutions là-dessus. Mais plus globalement, il y a un gros projet qui est en train d'être lancé par Citeo en France qui s'appelle Reuse, qui est le retour de la consigne des bouteilles en verre pour les particuliers. Donc la bonne nouvelle, c'est que le lancement a été lancé le 12 juin de cette année. Et donc, alors aujourd'hui, les régions qui expérimentent sont le nord et l'ouest de la France. Et on espère un déploiement à l'échelon national à horizon 2027-2028. Donc je pense que le mouvement est en train d'être pris, mais voilà, c'est une éducation des consommateurs. Alors la chance du verre par rapport par exemple, si on prend les biodéchets, mettre ses pelures de pommes dans un compost, les gens n'ont pas l'habitude, alors que le verre, les gens ont déjà l'habitude de l'amener dans un point d'apport volontaire. Donc maintenant, il faut qu'on change le point d'apport et on met une consigne ou un autre système, on va récupérer ces bouteilles-là. Mais en tout cas, voilà, le mouvement est lancé, on fait partie des groupes de travail là-dessus en vue du déploiement national. Je vais revenir vers vous, Maud. On voit qu'effectivement, on a des sublimes expérimentations, même maintenant des super projets qui sont développés. Comment vous arrivez à les avoir dans le radar autour de vous et j'allais dire de les promouvoir pour faire en sorte qu'elles fassent des petits et tout aille encore plus loin? C'est tout l'enjeu, effectivement, de montrer à voir et de raconter ces histoires qui sont en plus passionnantes de l'idée au développement du projet. Donc, il y a tout un travail de communication qu'on est en train de redéployer à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine pour... de toute façon, on développe par l'exemple, en fait. Quand on entend parler d'une idée qui a été portée et développée, on se dit c'est possible de mettre ça aussi en place. Donc voilà, c'est des témoignages qu'il nous faut récupérer et ensuite diffuser. Je voulais aussi dire que l'économie circulaire, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation, mais l'économie circulaire, c'est ça en fait, puisqu'on travaille avec les ressources du territoire. Donc c'est un vrai moyen de réindustrialiser nos régions. Et ça, je crois qu'on l'a compris et c'est ce qu'on veut encourager. On parle du fil recyclé. Malheureusement, on n'a pas encore d'entreprise ou d'industrie, de grosses industries qui sont implantées sur la région Nouvelle-Aquitaine pour travailler au fil recyclé. Il y a eu des tentatives, mais qui ont échoué. Et nous, on est preneurs à accueillir ces entreprises qui veulent investir et imaginer, innover. On parlait d'innovation. On est vraiment dans ça, l'innovation technologique. On est preneurs, Olivier, il n'a pas dit son dernier mot. Oui. C'est une idée. Hein. Oui, complètement. Oui, complètement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on change de paradigme. C'est-à-dire que la région Nouvelle-Aquitaine n'a jamais été une région du textile. On a fait il y a un peu de cuir, un peu de laine, des choses comme ça. Mais il n'y a jamais eu, comme la région du nord de la France, par exemple, ou tout l'Est, là, côté Strasbourg, enfin, l'Alsace, les Vosges, des vraies régions textiles.
Donc il n'y a pas en fait ce savoir-faire. Mais là, on ne parle pas de ça. En fait, on parle du déchet, donc c'est un traitement de déchets. Et la région Nouvelle-Aquitaine, c'est équivalent à l'Autriche. Vous avez les déchets d'un pays comme l'Autriche, en textile, dans d'autres choses. Et si demain vous mettez 2 acteurs recycleurs chimiques sur la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez pratiquement quelque chose qui pourrait vivre en autarcie quelque part en gestion de déchets, avec un recyclage qui permettrait en fait de produire à nouveau du fil qui va être utilisé après de partout dans le monde. Hein. Ça peut partir de partout. Parce que pour le coup, les métiers à tisser, on n'en a pratiquement plus en France. Les métiers à tisser, ils vont tous se faire tisser en Chine. Ça, avant qu'on retrouve des métiers à tisser en France, ça va être très compliqué. Par contre, des fabricants de fils recyclés, aujourd'hui, on peut les mettre de partout. Vous avez pour projet de développer votre savoir-faire autre part qu'en France ? Parce que faire venir les déchets, on n'est plus trop dans l'économie circulaire. C'est de l'importation de déchets, c'est encore un autre concept. Non, ils sont sur. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand je parle d'usine, c'est l'usine pour traiter les déchets locaux. C'est-à-dire que nous, par définition, notre approche, c'est de se mettre près des gisements de déchets. C'est pour ça. Voilà. Donc demain, si on arrive à déployer une solution qui est, je vais dire, scalable sur la région Nouvelle-Aquitaine, on peut très bien l'envisager en Belgique, en Autriche, au Canada, où vous voulez, quoi. Puisque ce sera possible dans un endroit et en plus économiquement rentable. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est la même chose pour vous, Martin ? Ou est-ce qu'il y a déjà des projets ? Est-ce que vous avez des challengers un peu partout dans le monde ? Ou est-ce que finalement la consigne, ça reste un truc un peu à la française ? En fait, le besoin, il est global, au sens anglais du terme global, international. C'est-à-dire qu'on travaille avec des grands groupes. Par exemple, on a monté une coalition qui regroupe les gros acteurs des vins et spiritueux. Donc, on coordonne une équipe projet avec une société qui s'appelle Circulaire. On coordonne un projet pour des marques. Donc il y a Pernod Ricard, Bacardi, Campari, Rémy Cointreau, Moët Hennessy, enfin une dizaine de groupes comme ça avec qui on travaille pour mettre en place le réemploi des bouteilles en verre. Où on a démontré que techniquement c'était possible. Déjà pour eux d'acheter des bouteilles réutilisées, ils avaient des risques au niveau sanitaire, etc. Donc ça, on leur a démontré que c'était possible. Et maintenant l'enjeu c'est de collecter. Et pour répondre à votre question, tous ces groupes-là ont des marques internationales et ils ont le même sujet partout et il n'y a pas de solution nulle part. Donc on a des projets, par exemple la semaine dernière on avait l'équipe du Canada qui était venue, ils sont en train pareil ils ont un projet de remettre en place la consigne d'ici 5 ans au Canada, donc ils sont venus voir un peu ce que l'on fait. On a des projets également dans les pays nordiques, on a des projets, on a un sujet assez important en Angleterre. Donc notre idée ça serait vraiment de dupliquer ce modèle-là, on le démontre à Cognac et après on fait CTRL-C, CTRL-V pour essayer de le dupliquer un peu partout sur le territoire et partout, alors dans le monde je ne sais pas, mais en tout cas au moins dans les pays avec lesquels on travaille. Parce que le sujet, il est global et les volumes sont énormes, quoi. Génial. On va arriver à la fin de cette bulle. Je suis désolé, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais vous demander à 2, 4, tous les 5, pardon. Si on doit se revoir dans 3 ans, c'est quoi votre vision du projet et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Albert ? La vision du projet, dans 3 ans. Dans 3 ans, qu'est-ce que vous avez créé de nouveau ? Comment tu vois les choses et comment tu vois ces nouveaux accompagnements ? Moi, j'ai surtout envie que dans 3 ans, ils aient fait vraiment tout, encore plus de bébés en fait, et qu'ils aient vraiment encore grandi, parce qu'en fait, leur croissance nous sert à tous. Donc, dans 3 ans, moi, j'ai envie de dire que BPI France soit encore là sur le coup d'après. Et je trouve ça intéressant de dire aujourd'hui, leurs exemples, il y a 10 ans, franchement, c'était du concept. Ah ouais, c'était des hurluberlus. Non, mais voilà. Un peu, mais pas 10 ans, c'est rien. Hein. 10 ans, c'est vraiment rien. Et dire aujourd'hui, on y est. La réalité économique et sociétale, elle est là, elle est acquise. Alors, je ne vais pas dire que le plus facile est à venir, parce que je pense que ça sera compliqué également l'avenir. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on se redonne rendez-vous dans 3 ans. Et que vous nous expliquiez encore le travail qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire, parce que je pense que dans 3 ans, il y aura encore beaucoup à faire. Merci beaucoup. Merci Albert. Sébastien. De mon côté, je dirais s'il y a surtout un souhait, c'est que l'économie circulaire dans 3 ans, ça ne soit plus un sujet. C'est-à-dire que vraiment, ça soit inscrit dans l'esprit de tous les entrepreneurs, que finalement, ça soit une évidence. Et puis après, un souhait, mais c'est peut-être le souhait de la région surtout aussi, c'est qu'on ait une entreprise qui fabrique des fils en Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, il faut que l'économie circulaire, ça soit plus un sujet.
Mais je pense qu'il faudra plus de 3 ans. Après, juste pour rebondir sur Eco Impact, c'est aussi du bon sens. On parlait de consignes. Enfin, moi, je l'ai connu. Je suis toute jeune. Non, je rigole. Mais en tout cas, on l'a connu, ça. Voilà. Et l'idée, c'est pas le plastique, on pourra pas l'éliminer. On le sait très bien. Il y a sur notamment tout ce qui est agroalimentaire, il y a nécessité au niveau des normes hygiéniques d'avoir du plastique. Mais c'est la manière aussi de les collecter et derrière de le recycler, de le réutiliser, etc. Et oui, j'espère qu'on aura évidemment des beaux développements pour vos boîtes, mais aussi d'autres nouvelles entreprises avec d'autres nouvelles innovations, parce que la matière, elle est multiple et on peut la travailler différemment. Moi, je suis avec ma collègue vice-présidente à la recherche, Françoise Janson. Et on va travailler justement sur d'autres matières sur lesquelles on n'a pas pensé innovation technologique, et on va voir à partir de ces matières qu'est-ce qu'on peut déployer derrière et quelles entreprises on peut amener aussi sur le territoire si on n'a pas d'acteurs en local. Alors, je sais que ce n'est pas forcément sur votre région, mais moi, j'aimerais bien voir l'économie circulaire et l'industrie automobile. Parce que je trouve toujours très étonnant qu'au bout de 3 ans, on vous dise il faut changer votre voiture, elle est plus aux normes, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Alors que je pense que si on s'y met, il y a moyen de faire des choses. Il y a un travail qui est fait avec l'industrie chimique aussi. On y arrive petit à petit, mais c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il nous faut plus de 3 ans. Olivier ? Alors à 3 ans, je vais dire 3 idées. Facile, hein? C'est bon. C'est bien. Donc, première chose, déjà, c'est les ambitions de la filière. La filière qui se transforme aujourd'hui vers une filière de recyclage. Aujourd'hui, 5% de la filière est recyclée. À terme, il faut que ce soit entre 75 et 80%. Et on parle d'une filière qui fait aujourd'hui à peu près 250-300 000 tonnes et qui à terme en fera 500 000. Donc vous faites 80% à 500 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a, facilement 400 000 tonnes qui vont aller au recyclage. Nous, avec notre solution, aujourd'hui, on est capable de traiter 5 000 tonnes. À 3 ans, la ligne, quelque part, elle va atteindre les 100 000 tonnes. Donc ça, c'est le premier point. De 5 à 100. Si on veut suivre la filière qui est écrite par Refashion pour la France. Voilà. Donc, et ça fait un quart de la France. Hein. Un quart de la France, une fois que j'ai fait la Nouvelle-Aquitaine et 1 ou 2 régions autour, on n'est pas loin. Donc ça, c'est l'ambition légitime, je pense qu'on peut avoir. Nous, on se consacrera uniquement sur la préparation et la qualification du déchet. Et effectivement, si on peut faire venir des recycleurs dans cette logique-là, en région Nouvelle-Aquitaine ou en France, évidemment, c'est tout bénef pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a toute une filière aujourd'hui qui existe, qui est une filière de l'économie sociale et solidaire, qui est très peu formée, qui est très peu professionnalisée, qui est très peu industrialisée. Et nous, on se donne aussi un rôle d'accompagner cette filière, de former cette filière et de les amener en tant que partenaires à la fois des Céments, de Plaxtil et toute la filière à trouver en fait leur voie dans cette filière du recyclage. Et donc dans notre développement, on a aussi une logique de franchise et une logique d'accompagnement de gros acteurs de l'ESS qui voudraient rentrer dans ce que nous on est en train de développer avec Céments. Et le troisième point, c'était nous quand on a créé Plaxtil et qu'on a créé Céments, on est rentré dans un monde du recyclage qui était très sombre, très flou, on ne savait jamais trop où on allait. Et on a toujours voulu être ultra transparent. Demain, vous m'appelez, vous voulez visiter Plaxtil ou Céments, vous êtes bienvenus, vous visitez et vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas d'arrière-recours dans lequel on va faire partir les déchets, etc. Non. Donc nous, en fait, l'idée, c'est qu'on veut toujours prouver ce qu'on fait. On veut toujours, et je pense qu'il faut donner du sens à ça. Parce que les gens, quand ils vont faire le recyclage, quand ils vont amener leurs déchets dans la borne et tout ça, s'ils le retrouvent ensuite en Afrique ou sur autre truc, ils jouent plus, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas en permanence dire ça aux gens, et à moi le premier d'ailleurs. Hein. Donc je dis, arrêtez, moi, je mets la poubelle. Là. La vérité, exactement. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que cette filière apprenne ça. Et que, moi, évidemment, c'est mon credo depuis le début. Il faut qu'on prouve, il faut qu'on démontre, il faut que tout soit limpide et qu'on sache exactement où vont les choses et où ça va. Et qu'on pénalise les gens qui se comportent mal. Moi, j'irai pas jusque-là. Je trouve que... Alors, je vais me permettre. Je trouve que souvent, on fait payer à 100% des gens
des comportements de 1 ou 2% de gens qui se comportent mais mal. après, bon, Et donc, voilà. Moi, je ne suis pas pour l'écologie punitive, je suis plutôt pour l'écologie qui donne du sens et qui a envie en fait que les gens participent à la. Mais vous avez tout à fait raison. Chaîne. Voilà. Le mot de la fin, Martin. Oui, mais je vais essayer de conclure. Alors, est-ce qu'on fait que des bouteilles? Est-ce que vous vous attaquez au pot de yaourt? On va jusqu'où? Du verre, il y en a partout. Donc c'est ça. le marché est très, très large. Non, moi, pour conclure là-dessus, effectivement, c'est que j'espère dans 3 ans, ce modèle d'économie circulaire va se développer, va devenir un standard. Et ce que j'aime dire, c'est une phrase qui représente l'économie linéaire, c'est quand on veut un peu. Quand on veut, on peut. C'est la marche en avant, aller toujours plus loin, etc. Prélever plus de ressources. Dans l'économie circulaire, c'est différent. C'est quand on peut, on doit. Si on peut faire mieux, faisons-le. Et c'est ça qui nous motive, c'est-à-dire quand on peut ramasser une bouteille et la laver, ben on le fait, ça fera une et une de plus. Et c'est embarquer la filière dans ce modèle plus circulaire. Donc c'est plus qu'une vision d'entrepreneur, c'est quasiment une vision politique et sociale. C'est un peu une utopie que j'assume, une utopie réaliste parce qu'on fait des choses. Mais oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ce qui nous fait plaisir de travailler avec les grands groupes dont j'ai cité notamment, c'est qu'on commence à faire bouger. Quand on a le directeur de Campari qui dit à ses équipes, allez, faut qu'on aille vers le réemploi, voilà, ça commence à prendre. Et donc c'est pour ça, ça donne de l'espoir. Et voilà, quand on leur dit quand on peut, on doit, ça leur parle. Et du coup, ils se lancent là-dedans. Génial. Merci infiniment à tous les 5. Vous nous avez offert un beau tour de l'économie circulaire et une vraie envie de continuer à le faire et d'aller plus loin. Donc merci à vous. Bravo à la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On se retrouve dans 10 minutes avec les Outre-mer pour la dernière bulle de la journée.